Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Et Mengwang. pour le courrier des auditeurs de cette semaine. Un courrier presque festif puisqu'on approche des festivités de Noël pour de nombreux auditeurs à travers le monde entier. Oui, c'est la fin d'année et toutes les fêtes importantes arrivent. Je crois que beaucoup de personnes ne travaillent plus sérieusement en ce moment. On Oui. pense qu'à la fête. Voilà. Je n'ai pas dit service français de RTI. Non, mais j'ai même entendu dire que dans certains endroits de certaines régions du monde, pour rallonger les fêtes de Noël, on envisageait certaines manifestations genre grève. Tu vois, Ah. Une semaine de plus de vacances, hop, c'est toujours bon à prendre. C'est vrai qu'il y a pas mal de grèves en ce moment dans différents secteurs. Oui. Pour C'est des la tradition raisons de Noël. voilà. Pour des raisons, voilà, on sait pas en fait, mais bon, c'est la fête en tout Voilà. cas. Et qui dit fête dit bien sûr un courrier des auditeurs, comme tous les samedis, parce que tous les samedis, c'est la fête sur les ondes françaises de RTI. Je conçois. Voilà. Alors, mais tout d'abord, on souhaite dire un mot à propos de notre calendrier de RTI. Vous êtes nombreux à le recevoir. Oui. Et je trouve que votre retour est plutôt positif. En Tout fait. à fait. Mm. On est très heureux de voir en effet la satisfaction de cette innovation, j'allais dire, parce que c'est vrai que par rapport aux autres années, déjà au niveau design, il est un peu différent, au niveau format aussi, et vous êtes ravis de pouvoir entendre certains sons de Taïwan en scannant le code QR, même si les explications sont en chinois. On vous en a fait une description en français dans les courriers précédents, donc on ne va pas le refaire, mais c'est Non. vrai que l'innovation en valait le coup. Oui, et du coup, vous êtes nombreux en fait à faire des commentaires en fait sur le calendrier et n'hésitez pas à écrire en fait sur ce sujet parce que le service qui était chargé de réaliser ce calendrier se fait un plaisir de lire tous vos courriers et il Tout à fait fait. un résumé même en fait. Oui, il Et nous demande de- de traduire un peu vos réactions, vos Oui. retours de toutes les langues en fait pour voir un peu ce qui est plutôt plu, ce qu'il Voilà, faudrait changer, tout à fait. etc. Donc ça, c'est n'hésitez plutôt- pas à donner vos encouragements ou Voilà. dire ce qui, selon vous, va moins bien en fait. Exactement. Mm. Donc ça, c'est un grand merci. On est aussi ravis de vous renouveler tous nos vœux de bonheur en cette fin d'année, en échange de nombreux vœux qu'on reçoit à partir de cette semaine d'ailleurs. Déjà, oui. Déjà, ça veut dire qu'on approche de la fin de l'année. Oui. Voilà, on a pas mal de cartes de Noël, du Nouvel An qui arrivent. Et à notre tour, RTI est ravi de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, bien évidemment. Voilà, quoi de mieux de commencer par saluer quelques auditeurs. Nous pouvons saluer tout d'abord Bernard Grondin qui nous écoute à l'île de la Réunion. Il nous a envoyé plusieurs fichiers vidéo, audio en fait pour Oui. nous comme signe de rapport d'écoute. Merci de votre envoi. En fait, ça nous aide beaucoup à savoir la qualité de diffusion et on s'est rendu compte que il faut vraiment avoir Être la courageux. volonté, courageux en fait. Merci beaucoup Tout à de fait. continuer à nous écouter en fait. Oui, on salue aussi Joël Touchard pour des vœux très très touchants avec une carte un peu personnalisée Oui. pour Noël notamment. Et nous disons bonjour également à Daphné Arance qui nous écoute à Marseille dans le sud de la France. Et aussi nous avons reçu cette semaine un courrier avec une petite photo et une petite chanson en français. C'est envoyé par nos auditeurs allemands. Alors je vais laisser Fix à prononcer parce que j'ai jamais fait d'allemand de ma vie. Voilà. Alors en fait, il s'agit d'un couple en fait, de Birgit Denker et Siegbert Gerhard qui nous écrivent depuis Francfort. Et en effet, on a eu la joie de recevoir une belle carte de Noël avec comme fichier sonore la chanson de Noël interprétée par Mireille Mathieu. Quelle chanson de Noël? Eh bien, c'est un des grands classiques, Petit Papa Noël. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de version en mandarin en fait, encore sur cette chanson, cette chanson. Je me rappelle qu'il y a quelques années, à la demande d'une auditrice, pour ne pas la nommer Danielle Villon, le service français avait fait une chorale où on avait chanté Petit Papa Noël aussi, avec plusieurs voix, mais je crois qu'il n'y avait qu'un seul participant à cette chorale qui avait fait en post-production plusieurs voix. Je crois bien que je ne l'ai jamais fait en fait. Voilà. En tout cas, c'est un sujet qui prête bien
au courrier des auditeurs de cette semaine parce que nous avons justement une question de la part de Jacques Augustin. Exactement. Alors, vous êtes plusieurs à nous poser cette question, mais Jacques Augustin nous demandait, en cette période de Noël, est-ce que les chrétiens de Taïwan fêtent Noël et est-ce que Noël est fêté autrement? Est-ce que, en parlant de chrétiens de Taïwan, il y a d'ailleurs ce qu'on appelle un dialogue interreligieux mis en place de manière régulière à Taïwan? J'ai l'impression que le dialogue entre les différentes croyances reste très courant en fait à Taïwan. C'est pas, ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un tabou, jamais on a été même un un musée problème. en fait de différentes croyances. C'est vrai, le musée des religions, on Oui. appelle ça dans le Nouveau Taipei, donc à Yonghe, je crois. Il permet de présenter les différentes grandes religions dans leur évolution au niveau historique, au niveau interaction aussi entre les religions. Oui. C'est ça qui est intéressant en effet. Pour revenir d'abord sur la question de Noël, oui, Taïwan célèbre Noël au niveau commercial, bien évidemment, même si ce n'est pas le premier volet qu'on a envie de souligner. Au niveau religieux, que ce soit les protestants, les catholiques, il y a très peu d'orthodoxes à Taïwan. Les chrétiens de Taïwan, c'est 2/3 de protestants, 1/3 de catholiques. C'est fêté. C'est pas des jours qui sont fériés, donc c'est fêté en milieu de semaine quand même. Mais dans les week-ends avant ou après, généralement, tu as des grandes festivités qui sont organisées. Par exemple, le week-end précédent Noël, donc le week-end même d'avant, donc le week-end dernier, 14 et 15 décembre, les différentes paroisses catholiques de Taipei se sont réunies au Grand Parc Ta'an, le Grand Parc de Taipei, pour faire un genre de marché de Noël, mais pas pour vendre des choses, pour interagir, fêter ensemble, sortir un pique-nique du sac, tirer du sac comme on dit, et puis chanter ensemble des chants de Noël, danser, voilà, fêter Noël. Alors c'est sûr qu'à côté de ça, il y avait un petit marché, mais c'était pour vendre des objets d'occasion, de seconde main, pour permettre justement de verser la totalité des gains à des orphelins, par exemple. D'accord. Voilà, donc des orphelinats tenus par des religieuses. Donc ça, c'était l'activité de cette année. Tous les ans, il y a ce genre d'activité aussi. C'est beau de célébrer Noël ainsi, en fait. Et ça dure toute une année, toute la journée, pardon. Alors Ça dure toute la journée, donc c'est du matin à 9h jusqu'au soir 21h. D'accord. Et il y a différentes activités de danse, de spectacles, de rencontres qui ont lieu comme cela. Du coup, là, c'était toutes les protestants et les catholiques. C'était organisé par les églises catholiques. Je pense qu'il y avait pas mal de protestants qui participaient aussi. Et parce qu'il y a quand même eu plus de 30 000 participants cette année. Oui. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, c'est pour les bonnes œuvres. Donc c'est ça que c'est la beauté et la magie de Noël, c'est d'offrir à ceux qui n'ont rien en fait. Tout à fait. Donc ça c'était intéressant. Après il y a d'autres manières de fêter Noël. Il y a des marchés un peu plus commerciaux, notamment tout le mois, le village de Noël sur le parvis du Nouveau Taipei. Donc ça, le Nouveau Taipei fait ça depuis plus de 10 ans maintenant. On en parle presque chaque année parce que tu as le sapin qui fait 40 mètres de haut, tu as pas mal d'activités. Et chaque week-end, il y a des concerts, il y a des installations marchés, lumineuses aussi, en fait, pour attirer la foule. Des manèges pour les enfants aussi. Voilà, c'est l'occasion aussi de revenir en détail sur les activités organisées au niveau sociétal et commercial de Taipei demain, dont on en parle à Taïwan, puisqu'il y a une rubrique consacrée à ça, par exemple. Et aussi, j'ai l'impression, l'Allemagne organise le marché de Noël chaque année, en fait. Voilà, à la fois à Taipei et dans le Nouveau Taipei. Et l'Europe aussi, oui. Donc, il y a un marché allemand de C'est Noël. plus commercial, déjà. Oui, c'est tout plus à commercial. fait. Le marché allemand de Noël, si vous voulez vous faire une idée, que vous avez l'habitude du marché de Strasbourg, par exemple, c'est à peu près la même amplitude, la même ambiance, les mêmes petites maisons en bois. Oui. En tout cas, avec le vin chaud. Exactement, d'ambiance de Noël. Des chants, des danses aussi, le vin chaud, bien sûr, des petites décorations ou confections faites maison qu'on va vendre, des décorations de Noël, guirlandes, anges, crèches. On trouve de tout ça sur le marché allemand. Sur le marché européen, on trouve à peu près la même ambiance, encore une fois commerciale aussi, avec des spécialités des différents pays européens qui célèbrent Noël ou qui veulent faire partie de cette fête. D'accord. Voilà. Donc ça attire toujours beaucoup de visiteurs en fait. Oui. Des habitants de grandes villes de Taïwan. Voilà, c'est un lieu différent, donc c'est en des lieux différents, pardon. Donc dans le Nouveau Taipei, on en parlait à l'instant.
À Taipei, ça peut être dans le quartier Xinyi, donc au pied de Taipei 101 ou pas loin de la municipalité, mais ça peut être aussi dans d'autres lieux sur les rives de la Tamsui ou de la Qilong, enfin les rivières Tamsui ou rivières Qilong. Voilà, chaque année, il y a des spots comme ça différents qui fêtent un petit peu de manière commerciale, bon enfant aussi, et des concerts de Noël. Après, je pense qu'il y a d'autres infrastructures qui fêtent Noël. On peut penser à la TES, qui est l'école européenne de Taipei, qui, depuis plusieurs années, organise aussi chaque année le week-end d'avant Noël. Donc, c'est ce week-end-là, ce qu'on appelle le bazar de Noël, où les élèves, les familles, les parents et d'autres associations de parents d'élèves peut-être s'organisent pour tenir des stands, faire des petits bricolages, décorations qu'ils vont vendre. Et là encore, tous les bénéfices sont reversés à une association, une structure caritative, tout à fait. Voilà, donc c'est à peu près comment les chrétiens, en fait, célèbrent Noël à Taïwan. Oui. Pour les Taïwanais qui ne sont pas de cette confession, en fait, on participe volontairement à ce genre d'activité, rien que pour l'ambiance. Exactement, oui, ça fait une sortie déjà, ça peut faire une très belle ambiance aussi, une sortie entre amis, en famille, ou même par curiosité, c'est toujours sympathique. Ouais, et pour quitter l'ordre un peu commercial, on peut répondre à la question de Jacques Augustin, cette fois-ci sur le dialogue interreligieux, en fait. Voilà, on en parlait tout à l'heure en disant que Taïwan est très ouvert au niveau des religions, les interactions se passent très bien. Eh bien, chaque année, il y a un grand forum de ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Alors déjà, les chrétiens entre eux ont leur semaine œcuménique, comme dans tous les pays du monde, c'est un peu fixé chaque année par le calendrier liturgique du Vatican. Il y a la semaine œcuménique, donc ça tombe souvent en octobre si ma mémoire est bonne. Et à Taïwan, on y participe également. Mais au-delà de cette semaine œcuménique, c'est-à-dire de dialogue entre les différentes religions chrétiennes, orthodoxes, protestants, catholiques, il y a aussi le dialogue, bien sûr, interreligieux qui est important. Et à Taïwan, chaque année, il y a un grand forum interreligieux, à tour de rôle organisé soit par les bouddhistes, par des confessions différentes, en fait. C'est ça, le christianisme, donc les chrétiens, les protestants catholiques, ou le confucianisme aussi, et on retrouve aussi les taoïstes. Voilà. Donc c'est un dialogue interreligieux et interpensé parce que spirituel, ça dépasse le strict cadre religieux. Confucius, c'est plus... le confucianisme, c'est philosophique et religieux en même temps. Voilà, comme le taoïsme d'ailleurs, ou le bouddhisme, on trouve l'aspect religieux et l'aspect philosophique derrière. La spiritualité chrétienne, on retrouve un peu aussi ces deux penchants. Peut-être moins parlant que ce qu'on appelle le confucianisme, où on va d'abord parler d'une pensée plus que d'une religion, même s'il y a les deux volets qui ont évolué en tout cas. Et cette année, c'est au mois de mars dernier que le Vatican a envoyé une délégation à Taïwan pour participer à l'assemblée annuelle de ce dialogue interreligieux qui était organisé justement par l'Église catholique donc cette année. Et c'est un dialogue d'ailleurs qui est dit philosophico-religieux. D'accord. Donc c'est basé sur l'histoire, sur les pensées, pour avoir un terreau culturel et spirituel commun vers l'avenir de l'humanité. C'est vraiment basé comme cela. Du coup, c'est facile de trouver une entente commune, puisque chacun veut essayer de tirer l'humanité vers ce qu'elle a de plus noble, de plus haut, de plus élevé. Donc on oublie un petit peu les différences pour avancer ensemble vers un objectif commun. Celui que l'homme se retrouve lui-même. Je crois que l'islam aussi, en fait, elle est présentée. Oui, tout à fait. Oui. On l'a pas cité. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, l'islam n'a pas été organisateur à Taïwan de ce dialogue interreligieux. Ça ne saurait tarder. Ils sont quand même minoritaires à Taïwan en termes de proportion. C'est essentiellement la communauté des travailleurs migrants. Des Indonésiens. 170 000 musulmans pratiquants à Taïwan. Pratiquants, parce que les Indonésiens sont beaucoup plus importants. Non, on parle de pratiquants, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont à négliger, loin de là. Et dans le dialogue interreligieux, chacun a sa place, et pas en termes de proportion ou de représentation. Tout à fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Et le thème de la réunion de cette année, c'était formuler les lignes directrices officielles pour les différentes religieux dans un dialogue justement du respect de l'autre en premier lieu. Donc sous-entendu une paix vers le monde. Voilà. Et il y a même ce dialogue interreligieux a fait venir une place diplomatique puisqu'il y avait différentes communautés ou délégations qui venaient des autres pays d'Asie. Vietnam, Indonésie, Philippines,
pour ne nommer que ces 3 pays. Donc c'était vraiment une grande rencontre, en fait, interreligieuse, Tout à fait. pour un dialogue vers à venir. Voilà, et c'était organisé en coopération avec l'Université catholique Fujian dans le Nouveau Taipei. D'accord. Voilà, c'est donc pour répondre à aux questions plutôt de Jacques-Augustin. Merci aussi de nous avoir communiqué des rapports d'écoute. Et justement, on va profiter de cette réponse qui est dans l'ambiance de Noël, en fait, pour réaliser le tirage au sort des cadeaux du mois d'octobre. Parce que c'était une question. C'était le bel hasard, en fait, pour aujourd'hui. Exactement. C'était une question où on vous invitait à nous dire le cadeau que la délégation taïwanaise de Mazu, en fait, donc déesse de la mer, a offert au pape lorsqu'ils étaient en visite au Vatican, en fait. Et oui, donc il y a une délégation interreligieuse de Taïwan, justement, dans cet esprit œcuménique, au Vatican fin octobre, et on voulait savoir, c'était la question mensuelle du mois d'octobre, quel cadeau le président du temple de la déesse de la mer, Tatia Matsu, avait offert au pape François. Donc la réponse, c'est une statuette de Matsu, mais pas n'importe laquelle, une statuette en or. Plaquée d'or. Enfin, plaquée d'or, oui, mais qui coûte quand même assez cher, et d'ailleurs le Vatican l'a confiée à l'ambassade taïwanaise pour la mettre au musée en lieu de sécurité et que les gens puissent la visiter comme cela. Donc c'est aussi interreligieux. Tout à fait, c'est interreligieux. Comme exposition présentée également. Oui. Donc ça, c'était la réponse qu'on voulait, une statuette de Matsu. Et on avait 3 gagnants à tirer au sort pour gagner un petit bloc-notes, je crois. Oui, alors, quels sont les gagnants? Alors, vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Et parmi les gagnants, nous avons Christian Guibantou. Nous avons aussi Jean-Michel Aubier. Et enfin, Nicolas Penaran. Eh bien, félicitations à tous les gagnants de ce concours du mois d'octobre. Et comme un concours peut en cacher un autre, même si on n'est pas sur un passage à niveau de la SNCF, ça, je fais toujours la comparaison malgré moi, je suis désolé. C'est une déformation non professionnelle peut-être, mais une déformation quand même. Il faut rappeler les concours qu'on n'a pas encore fait. C'est vrai, on a tout de suite décidé de parler plutôt des fêtes et des rapports de nos auditeurs. C'est la fête, on a presque oublié que vous avez encore, puisque c'est la fête, il faut multiplier ses chances de gagner des cadeaux. Oui, alors la chance de participer. Pour le concours du mois de décembre, la question c'était où est-ce que Lai Qingde fait escale sur son chemin d'aller et de retour pendant sa première visite d'État des pays alliés. Voilà, vous êtes nombreux déjà à nous avoir donné vos réponses. Un petit indice, c'est le dernier qu'on se permet en ce mois de décembre 2024. Le « où » est au pluriel, puisque ce n'est pas le même lieu à l'aller et au retour. C'était un indice qui servait... Enfin, ça n'a jamais été le même lieu, en fait. J'ai jamais été Père Noël non plus. J'ai jamais été... En tout cas, Lai Qingde se déplaçait dans le Pacifique Sud. Exactement. Il était d'abord aux îles Marshall. Oui, Tuvalu. Et puis... les Palaos. Voilà, les pour Palaos. Le retour. Oui. Et du coup, entre ces 3 pays alliés diplomatiques de Taïwan dans le Pacifique, en tout cas jusqu'à maintenant, eh bien, il a fait 2 escales. À vous de nous dire où pour tenter de remporter quoi comme petit cadeau. Il faut pas dire New York pour une fois, c'est pas sur le sol américain. En tout cas, pas dans sa partie continentale. Non, c'est sûr. Voilà, on a déjà beaucoup dit. En tout cas, c'est pour remporter porte-monnaie marron trouvé par Tiffen comme d'habitude. Il y a 4 gagnants. Voilà. Alors je ne vais pas dire qu'on va crier au scandale de la contrefaçon, mais je trouve que le design ressemble beaucoup quand même au fameux porte-monnaie de luxe Louis Vuitton, LV. Ah, peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, ça me fait penser tout de suite à ça. En tout cas, Tiffen n'a pas payé le prix de Louis Vuitton, ça c'est sûr. Et elle nous a dit de vous dire que le porte-monnaie sera envoyé vide. Malheureusement, c'est à vous de le remplir de vos billets. Comme d'habitude, ça reste Tiffen. Alors, pour le concours trimestriel, octobre-décembre. Alors, oui, on parle d'un musée taïwanais qui célèbre son centenaire cette année, marqué par une exposition en coopération avec la France. Vous le savez déjà. Et nous vous demandons quel est ce musée et quel est le nom de l'exposition. Là encore, on a déjà de nombreuses réponses, mais c'est le trimestriel, donc encore une semaine pour participer et tenter de remporter une petite bouteille d'alcool taïwanais
en magnète, bien évidemment, à coller sur votre frigo. Oui, ce sera interdit d'envoyer directement de l'alcool par avion, je pense. Évidemment. Alors, donc, n'hésitez pas à participer à ce concours trimestriel. Il vous reste plus beaucoup de temps, en fait, parce qu'après, ça va être la fête. Et oui. Vous serez très occupés. Tout à fait. Alors, on a aussi d'autres questions cette semaine. Oui. Je me rappelle avoir lu dans les différents mails reçus, notamment une question de Daniel Villon qui voulait savoir, en réaction à la série d'émissions d'Alex Desmules sur le général Sun Lijen, qui est le meilleur général sous le ciel pour l'image qu'il a aujourd'hui. Pourquoi, non pas ce général, mais le père de la nation, Sun Yat-sen, le docteur Sun Yat-sen, est à la fois vénéré à Taïwan, honoré à Taïwan et en Chine. Alors ça, c'est une excellente question parce que Dr Sun Yat-sen, pour les Taïwanais, donc pour les habitants de la République de Chine, on l'appelle le père de la nation. Voilà, Guofu. Et pour la Chine, en fait, le Parti communiste, la République populaire de Chine, Sun Yat-sen, c'est considéré comme quelqu'un d'extrêmement important, le précurseur de la révolution. C'est vrai que c'est lui un peu qui a permis de mettre la fin, enfin pas lui tout seul, mais c'est lui l'image symbolique de la fin dynastique et début de la République. Voilà pourquoi on parle du père de la nation en République de Chine, parce que c'est lui qui a permis la révolution qui a fondé la République de Chine. Tout à fait. On a renversé, Sun Yat-sen a renversé la dynastie des Qing, donc le dernier empire chinois. Voilà. Et la République de Chine est officiellement née le 1er janvier 1912. Voilà, donc il y a de cela 113 ans. Voilà. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, à Taïwan, en plus d'utiliser les années occidentales, en fait, on nomme les années selon l'année de la création de la République. Et c'est même d'ailleurs la date officielle sur tous les papiers administratifs, l'an de la République. Voilà, donc c'est 113, 112, 111. C'est un peu compliqué pour nous dans nos journaux parce qu'on est obligé de faire la conversion à chaque fois. Oui. Le journal, c'est le plus simple, mais le plus difficile de ressourcer à l'avenir. Il faut dans le passé, il faut toujours faire le calcul. Et imaginez, quand vous êtes étranger, que vous arrivez à Taïwan, vous demandez un papier genre visa de résident. Eh bien, vous êtes obligé de marquer votre date de naissance selon l'année de la République. Donc, il faut aussi faire les bons calculs pour trouver la bonne date. Oui. Alors, si la Chine peut honorer Dr Sun Yat-sen, c'est parce que dès le départ, Mao Zedong, donc le grand homme du Parti communiste chinois, avait salué dans différents discours Sun Yat-sen comme le grand précurseur, comme je disais tout à l'heure, de la révolution chinoise. Il a aussi souligné le fait que Sun Yat-sen parlait l'éveil du peuple chinois et qu'il fallait que les pays au monde traitent le peuple chinois de manière égale. D'accord. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très, qui est considéré important pour les différents dirigeants chinois. Et c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau quand vous venez de suivre divers millénaires de dynasties où seul la cour impériale ou l'empereur avait mot à dire et puis le peuple c'était moins que rien, quoi. Oui, et Mao Zedong a aussi souligné que Sun Yat-sen, d'après ses rencontres avec lui, Sun Yat-sen était quelqu'un de très humble qui a une maîtrise parfaite de l'histoire de la Chine et une préoccupation de ce qui se passe dans la société. Et du coup, on disait que les dirigeants chinois ont toujours salué Sun Yat-sen et Xi Jinping avait dit que l'idéal de Sun Yat-sen de revitaliser la Chine a montré un avenir brillant sans précédent. Donc du coup, la Chine se sert de tous ces propos pour une grande unification de la Chine aussi. Sachant que à Taïwan, cet idéal prôné par Xi Jinping au niveau du continent, c'est ce que Taïwan, j'allais dire, vit au jour le jour ou presque, avec la démocratisation derrière et toute cette évolution, bien sûr. C'est pour ça, on parle souvent, c'est le seul consensus entre l'homme politique à honorer, entre les deux rives, en fait. Oui, alors Sun Yat-sen, il a son mémorial à Taipei, en plus de son lieu d'honneur, donc de sa tombe en Chine. Oui, donc c'est la preuve comme quoi il est toujours honoré à Taïwan comme en Chine, en fait. Oui, ça peut être le grand pont
interdétroit, en tout cas entre les deux populations. Pas forcément, parce que les Taïwanais les plus indépendantistes ne veulent pas reconnaître Sun Yat-sen non plus. Voilà. Du coup, ça c'est une autre histoire, mais interne à Taïwan. Oui, c'est pas contre lui, mais c'est pour dire, nous, on est on fait pas partie de... Oui. C'est pas le père de notre nation, on existait indépendamment de ça, quoi. Voilà. Donc, merci beaucoup à Daniel Villon d'avoir posé cette question. Et nous répondons maintenant à une question de Barry Mustafa sur la durée du service militaire à Taïwan. Est-ce qu'il est obligatoire pour les 2 ans C'est trop long, c'est trop long. Oui, pour dire ça, simplement que les Taïwanais doivent effectuer des services militaires. Oui. Et dans l'histoire, apparemment, cela a commencé dès l'époque japonaise. On commençait à enrôler les soldats taïwanais. En tout et pour tout, durant toute la période de Deuxième Guerre mondiale, oui. Il y a plus de 200 000 Taïwanais, une partie de soldats et une partie de personnes qui travaillent dans l'armée qui ont été enrôlés et pour environ 30 000 morts. Et à l'arrivée de la République de Chine, dans un premier temps, c'était un service militaire obligatoire de 3 ans, parce que c'était encore à l'époque où on devait reconquérir la Chine. Ah oui. Et par la suite, ça s'est régressé. Ça c'est à 2 ans. C'est revenu à 2 ans, d'abord pour l'armée de terre. Et en 1990, l'État a décidé d'unifier tous les corps d'armée pour un service militaire de 2 ans. Et à partir de 2000, en fait, comme on a voulu réduire, on voulait avancer vers la professionnalisation de l'armée, on a commencé à réduire la durée à 4 mois. Ça a commencé en février 2013, donc pour les personnes qui sont nées après le 1er janvier 1994. Oui. Et tout cela avec la professionnalisation de l'armée. Mais par la suite, avec, on pourrait dire, l'intensification de crise interdétroit, depuis janvier de cette année, c'est revenu à 1 an. Donc, toutes les personnes qui sont nées après le 1er janvier 2005 doivent effectuer un service militaire d'1 an. Voilà, donc de 4 mois, on est revenu à 1 an. C'est dans le sillage, bien sûr, de la recrudescence des tensions interdétroit, mais aussi du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a montré qu'on avait besoin de forces vives derrière. Voilà, c'est des changements qui plaisent à certains, qui déplaisent à d'autres. Oui. En fait, je peux imaginer, parce que donc, dans ce sens, il n'y a que des personnes qui sont nées entre 1994 et 2005 qui peuvent effectuer 4 mois de service militaire. Pour le reste. Sachant que tant que vous n'avez pas fait votre service militaire, vous ne pouvez pas quitter le pays, que ce soit pour des études ou pour autre chose, au niveau universitaire, sauf une mention spéciale. Mais c'est vrai que ça reste compliqué, mais après c'est un peu tous les pays pareils en fait. Voilà, donc merci beaucoup à Barry Mustafa, merci d'avoir posé cette question, merci d'avoir envoyé des rapports d'écoute. Merci à toutes et à tous de vos nombreux vœux chaleureux de Noël, de bonne année, l'occasion de vous formuler une nouvelle fois les nôtres. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau courrier des auditeurs. Et entre-temps, passez une merveilleuse fête de Noël. Exactement, bye bye. Bye.